Il s'appelle Benoît Billan, il est historien militaire, spécialiste des questions stratégiques. Monsieur Billan, merci d'être là en plateau avec nous. Bonjour. Vous avez publié en avril dernier un livre avec Jean Lopez qui s'appelle « Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif » chez Perrin. Alors moi, quand je lis l'art opératif, je pense à l'art de la guerre. Forcément, de Sun Tzu. C'est un livre très très connu de tous les militaires du monde entier. Et donc, si on parle de l'art de la guerre, ce qui me semble un petit peu bizarre comme formulation, mais enfin le fait est-ce qu'il vous semble qu'actuellement, les belligérants de la guerre entre l'Ukraine et la Russie l'amènent selon des techniques classiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils l'amènent dans les règles de l'art, côté ukrainien ou russe d'ailleurs? Dans les règles de l'art, oui, mais dans la limite de leurs moyens. C'est-à-dire que faire la guerre, c'est toujours essayer d'accomplir des objectifs politiques, oui, mais avec des moyens qui sont qu'on détermine rarement. La Russie a, elle, le problème de la mobilisation de ses forces. On l'a vu après son échec initial en début d'année dernière. Et donc, elle s'efforce aujourd'hui de se donner les moyens de réaliser les buts politiques qu'elle cherche à accomplir, et l'Ukraine, de la même manière, notamment avec l'appui international et l'appui des pays de l'OTAN, cherche à se donner les moyens d'abord de résister aux opérations russes, et puis actuellement, c'est ce qui est en train de se passer, d'essayer de reconquérir son territoire. Donc tout ça est assez classique. En fait, on est en train de redécouvrir, alors même s'il y a des nouveautés technologiques, drones, missiles, etc., mais en réalité, sur le plan à la fois stratégique et sur beaucoup des leçons qu'on peut observer de cette guerre, on est en train de redécouvrir des choses qu'on avait déjà appris en 14-18 ou en 39-45. Faisons une incise justement, puisque vous en parlez sur les drones. Alors, j'ai peut-être pas la mémoire suffisante, mais vous l'avez forcément. On avait un formidable reportage ce matin qu'on a diffusé plusieurs fois de notre correspondant à Moscou, qui est allé en zone occupée par les Russes du côté de Donetsk, où il a vu les entraînements des militaires russes sur les drones, justement. Ils en ont touché plein, des nouveaux, très performants. Est-ce que c'est la première guerre, à votre connaissance, qui en fait cet usage aussi intensif ? Aussi intensif, oui, tout simplement parce que c'est pas la première guerre où il y a un usage des drones. Non. Il y a déjà eu, les gros drones, ça fait déjà un certain nombre d'années. Les Américains, Reaper, notamment, voilà, les Reaper, les Américains l'ont fait depuis bien longtemps. Ces drones plus petits ont été déjà déployés, notamment au Moyen-Orient, y compris pas forcément d'ailleurs par les militaires en premier, mais par l'État islamique, par exemple, qui en faisait un certain usage. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une démocratisation finalement de cet usage des drones, avec des quantités qui deviennent importantes, mais aussi des taux de perte qui sont importants. Il y a eu un article il y a quelque temps qui parlait de 10 000 drones perdus par mois par l'Ukraine. On peut imaginer que côté russe, c'est au moins autant. Et donc, c'est une sorte de consommable, en fait. Oui, mais ce sont des machines qui ne valent pas des fortunes, en l'occurrence. C'est presque d'ailleurs des modèles qu'on peut trouver ici dans le commerce en France, avec des petites hélices là, qui tournent. Là. Oui, alors ça aussi, c'est une leçon assez régulière dans la guerre. On a tendance à essayer d'adapter les technologies qui existent à des usages militaires. Il ne faut pas oublier que l'idée du char, au départ, est venue de l'observation des tracteurs agricoles. Ah d'accord. La chenille, au départ, ça a été expérimenté sur le tracteur avant d'être adapté à un usage militaire. Bien sûr, aujourd'hui, les chars n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres agricoles, mais il y a toujours cette volonté, de la même manière que l'avion n'a pas été inventé pour faire la guerre au départ, mais on lui a très très vite trouvé un usage militaire. Alors, écoutez, vous me tendez des perches l'une après l'autre, monsieur Billan. Les avions, justement. Les Ukrainiens, ça fait des mois et des mois qu'ils disent qu'ils sont sous-équipés en matière aérienne. Ils veulent 80 F-16 le plus vite possible. On pensait qu'ils arriveraient au printemps 2024. Finalement, les Américains ont dit la semaine dernière, non, les premiers seront livrés dans 3 mois, avant la fin de l'année. Est-ce que ça va changer cette guerre, les F-16 ? Probablement pas. Parce qu'on avait dit que les chars Léopard allaient la changer. Ils n'ont rien changé du tout. Donc est-ce que les F-16 vont faire ? Non, il n'y a pas d'arme magique. Ça, c'est aussi une leçon qui est en train d'être un petit peu redécouverte. Alors plus par les commentateurs que par les experts, je pense. mais les F-16 ne changeront pas plus la donne que les chars l'ont changé. Pourquoi ? Parce que 80 F-16, si c'est bien le chiffre dont il est question, en face, vous avez quelque chose comme 800 avions de combat modernes côté russe. Donc il y a des effets de masse qui jouent. Ça, c'est une vraie leçon que l'histoire n'a cessé de réapprendre sur la guerre. Et le problème, c'est cette question de la masse. Et c'est la question du temps. Temps pour former les pilotes, temps pour former les mécaniciens, temps pour entretenir les infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre ces avions-là. Et en fait, c'est plus sur des considérations logistiques
que se déterminent les choses que sur la possession de telle ou telle arme, qui peut faire ponctuellement la différence. Par exemple, on peut penser que ces 80 F-16 auraient été extrêmement utiles à l'Ukraine dans les premières semaines de son offensive dans le sud, puisqu'on sait que le fait de ne pas disposer de la supériorité aérienne est un vrai handicap pour les Ukrainiens, et donc ils auraient pu créer peut-être localement les conditions d'une supériorité aérienne, mais dans, je dirais, la conduite de la guerre dans son ensemble, même si cela sera évidemment très utile à l'effort militaire de l'Ukraine, c'est pas 40 ou 80 ou même 100 avions de combat qui changeront la donne, dans la mesure où l'adversaire en a davantage. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas avec ce que vous dites, Monsieur Billan. Vous dites, ils ont 800 appareils, chasseurs bombardiers, chasseurs d'attaque, etc. Les Russes. Les autres, ils vont avoir peut-être un jour 80 F-16 plus quelques dizaines de vieux Sukhoi qui traînent de l'ancienne Union soviétique. Comment est-ce que les Russes n'ont pas écrasé les Ukrainiens depuis un an et demi avec une supériorité pareille? D'abord parce qu'ils se sont retrouvés face à une guerre à laquelle ils ne s'étaient absolument pas préparés. Il y a manifestement eu une sous-estimation considérable des Ukrainiens, avec sans doute un certain mépris de la part des Russes, qui ont considéré que, en fait, ils allaient pouvoir refaire ce qu'ils avaient fait en 2014, c'est-à-dire une opération limitée. En Crimée et puis déjà dans le Donbass, en appuyant les séparatistes, et que finalement, en fait, ils se sont trompés d'adversaire. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'ils avaient l'adversaire de 2014, mais entre-temps, l'Ukraine s'était considérablement renforcée. Et puis surtout, ils sont tombés sur une volonté politique de se défendre à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et c'est ça qui leur a posé de grandes difficultés, en plus d'un certain nombre de problèmes, alors notamment puisqu'on parle de l'aviation sur ce qu'est de leur aviation, très certainement un grand nombre de problèmes logistiques, là encore, qui font qu'ils ont une masse importante de matériel, mais qu'ils ont beaucoup de mal, ou en tout cas jusqu'à présent, ils ont beaucoup de mal à la gérer, à l'employer en même temps, c'est-à-dire à utiliser leurs efforts de manière concentrée. Et c'est ça, sans doute, qui explique que ça, plus la volonté de résistance et la qualité de la résistance ukrainienne, qui explique que, eh bien, finalement, ils étaient à la peine pendant un an. Alors, votre réponse, excusez-moi, elles me viennent comme ça, les questions par rapport à ce que vous dites. Ça me fait penser que ils ont des masses humaines importantes, les Russes. Ils ont des masses de matériel très importants. Mais comme pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il est exact qu'aujourd'hui encore, les Russes ne regardent pas à la dépense? C'est-à-dire que s'il faut perdre du monde, eh ben, ils en perdent. S'il faut perdre du matériel, ils en perdent parce que c'est infini derrière. Alors, rien n'est jamais infini, hein, même les ressources, ressources russes. D'abord, ils ont consommé beaucoup des stocks qu'ils avaient conservés de l'ex-URSS. Et donc, il s'est posé à eux, notamment il y a à peu près 6 mois, cette problématique d'épuisement des stocks. Simplement, la différence, c'est que les Russes ont assez vite, manifestement, pris le parti de mobiliser leur économie et de mobiliser leur capacité de production industrielle. Et donc, aujourd'hui, ils commencent à tirer les bénéfices de cette mobilisation industrielle. C'est-à-dire qu'ils ont reconverti une partie de l'industrie civile, comme l'a fait Staline, en bougeant les usines. Très certainement. Typiquement sur les drones, c'est probablement ça qui s'est passé, puisque comme vous l'avez dit vous-même, ce sont des machines qui viennent du commerce en fait au départ, hein, et du monde des loisirs finalement. Mais ils ont aussi augmenté considérablement et réorganisé la production dans leurs usines d'armement, puisqu'ils en avaient quand même gardé et d'assez considérable, avec beaucoup de capacités en excès qui n'étaient pas utilisées. Donc ils ont simplement remis du monde au travail, ils sont passés au 3-8 et ils ont relancé une production de guerre avec de l'avance sur ce qui peut être le cas aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, ce qui leur donne un temps d'avance sur cet aspect-là. Maintenant, il ne faut pas se tromper sur le fait que ces capacités matérielles ne vont pas de pair avec des capacités humaines illimitées. La Russie n'a pas déclaré la mobilisation générale. Quand elle a attaqué l'Ukraine, parce qu'elle sous-estimait la résistance ukrainienne, elle a probablement attaqué à 1 contre 2 ou 1 contre 3. Et aujourd'hui, quand on regarde les grandes masses d'hommes qui sont de part et d'autre du champ de bataille, il y a probablement un certain équilibre. 100 000 un peu plus que ça, probablement autour de 300 000 de chaque côté. Maintenant, la différence, et c'est là que se pose une question pour les mois à venir, c'est celle des réserves, c'est-à-dire la capacité des Ukrainiens à conserver une masse de manœuvre en réserve, soit pour résister à des offensives russes, soit pour continuer d'alimenter leurs efforts offensifs, et la capacité des Russes à disposer d'une réserve, là encore pour s'opposer à l'offensive ukrainienne, et puis pour demain retenter de prendre l'initiative. Et c'est bien sur cette question des réserves et de la capacité à les former et à les équiper que va se jouer la guerre dans les prochains mois.
Alors la guerre, elle se fait bien entendu quand même avec des hommes, même si de plus en plus les machines les remplacent. Et ce qui est intéressant et tragique sans doute pour le peuple russe, c'est que le champ du recrutement s'est élargi. Avant, au début de la guerre, c'était 21 ans minimum. Maintenant, c'est 18, me semble-t-il. Je ne sais plus jusqu'à combien ça va, 30, 35 ans peut-être ? En général, c'est ça. 30, 35 ans. Donc, Poutine a besoin d'hommes, visiblement. Il commence... Et la Douma envisage éventuellement d'envoyer au combat potentiellement des gens jeunes, pères de familles nombreuses, qui pour le moment étaient épargnés. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'ils ont un problème d'hommes ? Ça veut dire qu'ils cherchent à élargir leur base de recrutement. Maintenant, ils ont un problème d'hommes également parce que ils ont des problèmes. En fait, leur industrie travaillant considérablement, ils essayent en fait de préserver toute la main-d'œuvre qui est formée pour la production industrielle, parce qu'ils considèrent que c'est sans doute là que se joue dans le temps la balance des forces. Maintenant, encore une fois, la problématique politique, cette fois-ci, pour les Russes, c'est de ne pas décréter une mobilisation. Donc ils essayent de trouver un certain nombre d'astuces. Il y a quelque temps, le recrutement de prisonniers, il y a eu le recours à des sociétés militaires privées. Tout ça, en fait, permet de modérer la pression qui pèse sur la société civile et sur la société civile, je dirais, du cœur européen de la Russie, qui est la base politique du pouvoir russe en réalité. Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il me semble que le remplacement des hauts dirigeants de l'armée russe est beaucoup plus rapide qu'en face en Ukraine. Parce que le personnel des généraux ukrainiens, etc., on les voit, hein, ils interviennent dans les médias depuis des mois et des mois. En gros, c'est stable. En revanche, les Russes, ça n'arrête pas de sauter. Gerasimov, etc. Pourquoi on les fait sauter ? Pour incompétence ou parce qu'ils commencent à émettre des doutes sur la validité du processus ou quoi ? Alors, c'est difficile de savoir ce qui se passe politiquement en Russie. Maintenant, je ferai juste un parallèle historique. L'armée américaine, en 1942-44, a viré beaucoup de ses généraux, mais qui parfois retrouvaient un poste ensuite. C'est-à-dire qu'ils étaient ponctuellement pas performants, on les relevait de leur commandement, mais des fois on leur donnait une deuxième chance. Et j'ai un petit peu le sentiment que c'est ce qui se passe chez les Russes, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement fait un jeu de chaise musicale finalement. Gerasimov avait... Alors, on ne sait pas s'il a été viré, on l'a moins vu à un moment, et puis on l'a revu, maintenant on le revoit. Là, se pose la question du général Surovikin. Voilà. Ce qui est il y a Popov aussi. Il y a Popov aussi, il y en a un certain nombre. Ce qui est très possible, c'est que les Russes, en tout cas dans la première partie de la guerre, ont hésité sur la façon d'organiser leur commandement. Et donc, en fait, d'où ce jeu de chaise musicale qui a été finalement peut-être plus fort l'année dernière qu'il ne l'est maintenant. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un climat politique délétère dans l'armée, même si c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Mais c'est une façon de gérer la ressource humaine, si je puis dire, qui est différente et qui met aussi une certaine pression sur les généraux pour les obliger d'être performants, hein, il ne faut pas se tromper. Benoît Bihan, est-ce que, au vu du déroulement des opérations que vous suivez, j'imagine, assez quotidiennement, il vous semble que les uns et les autres veulent s'installer dans une guerre de longue durée, alors que par instant, comme par exemple la semaine dernière, autour de la mer Noire, avec le bombardement du pont, avec la fin de l'accord céréalier, avec les menaces des deux camps de couler les cargos éventuellement qui pourraient être des cibles militaires, on a l'impression que les uns et les autres veulent emballer le processus pour aller, on ne sait pas vers où d'ailleurs, mais en tout cas pour en finir peut-être plus vite. C'est une vue de l'esprit ou pas ? Côté russe, très clairement, ils semblent s'inscrire dans la durée. Eux considèrent que le temps joue pour eux, pour des questions industrielles et logistiques que je vous exposais, également parce qu'ils parient sur la fatigue du soutien politique occidental à l'Ukraine, avec l'échéance des élections américaines l'année prochaine, si Trump revient. Mais même la campagne risque de mettre aussi une pression sur l'aide américaine à l'Ukraine. Et donc, eux peuvent considérer que c'est dans leur intérêt de parier sur le temps long. Ça me semble être beaucoup moins le cas pour l'Ukraine, qui, elle, d'abord a besoin de démontrer des résultats, notamment auprès des Américains, pour garantir la pérennité de leur soutien, et puis qui, d'autre part, la pression de la guerre pèse quand même essentiellement aujourd'hui sur l'Ukraine, sur le peuple ukrainien, et donc il est assez certain que, du point de vue politique, l'Ukraine a tout intérêt à ce que la guerre se termine au plus vite.
D'où cette offensive qui a été lancée cet été, avec l'espoir d'obtenir des résultats qui soient suffisamment importants au plan militaire pour contraindre les Russes à abandonner justement leur stratégie de temps long et à revenir à la table des négociations. Le problème, si vous voulez, c'est que, et on en rend compte sur LCI tous les matins, encore ce matin, voilà, il y a deux villages microscopiques au sud de Bakhmout qui semblent avoir été ou être sur le point d'être repris par les Ukrainiens. Enfin, ils ont mis un mois pour avancer de 7 km. À ce rythme-là, ils n'arriveront jamais au bout. Enfin, C'est effectivement, quand on voit à la fois les pertes subies et il est question de 20 à 30% des matériels dans certaines unités depuis le début de l'offensive, hors service, même s'il y a de nouvelles livraisons, mais on voit bien que ce prix qui est payé ne se traduit pas en termes de progression sur le terrain. Et donc effectivement, là, il y a un vrai problème stratégique aujourd'hui pour l'Ukraine qui n'a pas trouvé de solution au problème qu'elle a, qui est comment libérer son territoire dans des délais qui soient compatibles avec les moyens qu'elle peut avoir, et notamment les capacités des Occidentaux à réalimenter ces unités en matériel, mais surtout en munitions, puisqu'il y a à nouveau une crise des munitions aujourd'hui. Est-ce qu'il vous semble, Benoît Billan, pardonnez-moi, que la composante Wagner a encore un rôle quelconque à jouer dans cette guerre? Bon, parce que les hommes de Wagner, ils sont toujours en Afrique, en Centrafrique, au Mali. Là, on ne sait pas trop où ils sont, au Bélarus, ils veulent aller en Pologne, ils sont intégrés à l'armée russe. On a très peu d'informations, c'est très difficile à dire. Mais est-ce que maintenant c'est terminé, cette affaire-là, ou pas? Le rôle militaire de Wagner en Ukraine, me semble-t-il, s'est arrêté avec la mutinerie de Prigojine. La prétendue mutinerie, on ne saura jamais aussi. Maintenant, là où Wagner continue d'avoir une utilité dans cette guerre, et une utilité au-delà de ça pour le pouvoir russe, c'est bien sûr en Afrique et au Moyen-Orient, comme vous l'avez cité, mais c'est également aujourd'hui dans une forme de stratégie de pression qui est mise sur la Pologne et sur les pays baltes. Le fait d'avoir mis Wagner via Loukachenko éventuellement en Biélorussie répond à la fois à une crainte des Russes. Il ne faut pas oublier que les Russes sont dans une espèce de complexe obsidional, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont une forteresse assiégée, et en particulier ils se méfient beaucoup des Polonais, et ils pensent que la Pologne pourrait, et d'ailleurs ils essayent de jouer là-dessus pour diviser Polonais et Ukrainiens, ils pensent que la Pologne pourrait vouloir annexer l'ouest de l'Ukraine, voire entrer en Biélorussie, notamment dans la région de Brest-Litovsk. Et donc mettre Wagner là, c'est un moyen de mettre la pression sur les Polonais en retournant les choses et en leur disant attention, si vous bougez, nous allons vous envoyer Wagner. Et donc ça sert à fixer finalement l'attention loin de là où se passent réellement les opérations, c'est-à-dire dans le Donbass. Encore une question, la presse anglo-saxonne, en l'occurrence pour ne pas les citer, nos confrères du Washington Post et de la BBC, sont revenus sur l'affaire de la mutinerie, la prétendue mutinerie. Moi, ça me semble un peu douteux cette histoire-là. Et ils disent qu'à ce moment-là, pendant les quelques jours que ça a duré, comme Staline, au moment de Barbarossa, d'ailleurs, qui était cloîtré dans sa datcha, qui ne savait plus quoi faire, semble-t-il, la Poutine était planqué quelque part au Kremlin ou ailleurs et était paralysé. Il était tétanisé par ce qui se passait. Connaissant un petit peu l'image que le personnage veut donner de lui-même et ce qu'il a fait depuis 20 ans, est-ce que ça vous semble plausible ? Tout est plausible. Enfin, vous citiez Staline qui n'avait pas spécialement l'image d'être un mou. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait eu un moment de flottement aussi au moment de Barbarossa. Pour un petit peu la même raison, c'est-à-dire que Staline ne s'attendait pas à ce que Hitler l'attaque, et donc il y a eu un effet de tétanie. Alors qu'il avait toutes les infos, y compris par Sorge au Japon, il les avait. Il n'a pas voulu. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et c'est possible qu'effectivement, pris par surprise, si c'est bien effectivement une surprise, par la mutinerie de Prigojine, il y a eu un moment de flottement dans le pouvoir russe. Ça, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, n'ayant pas d'informations particulières sur ce qui se passe au Kremlin, je ne suis pas en mesure d'apprécier ce genre de rumeurs, en fait. Cela étant, il n'y avait que quelques centaines de soldats de Wagner qui étaient impliqués dans cette histoire-là. Je ne vois pas très bien comment ça aurait pu faire basculer le pouvoir. Il y aurait peut-être pu avoir un effet boule de neige. En fait, c'est sans doute la crainte dans ces cas-là, c'est qu'il y a un effet boule de neige qui ne soit pas
ne concerne pas que Wagner, mais qui touche aussi l'armée, qui touche aussi d'autres éléments du dispositif de sécurité. En fait, comme on est dans un pouvoir qui a quand même besoin de s'appuyer sur un certain nombre d'institutions fortes, si ces institutions se font polluer, entre guillemets, par le message qui était celui de Prigojine à ce moment-là, eh bien, il y avait un risque que le pouvoir vacille. Donc on peut imaginer que le flottement est lié à ça, mais encore une fois, il s'agit de rumeurs, on n'en sait rien. Merci infiniment en tout cas, c'était fort intéressant. Benoît Billan, historien militaire, spécialiste des questions stratégiques. On remontre le livre s'il vous plaît, qui s'appelle « Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif ». C'est paru chez Perrin au mois d'avril, avec la collaboration de l'excellent Jean Lopez. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon été, quelles que soient vos occupations.